Bien, ben, Pardon, bienvenue comment donc à t'appelles-tu? à ce nouveau séminaire du Oui, réseau européen en bien, train. très bien. Ah, c'est ça, hein. Toujours Est-ce problème. que vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Oui, ben, donc, Très bien. On peut attendre quelques minutes. Souvent, on attend jusqu'à 5 minutes avant de commencer, dans l'éventualité de retardataire. hein, oui, Je vais partager mon écran. Alors, je vais oui. intervenir environ entre 5 et plus près de 5 que 10 minutes normalement pour présenter le réseau, la démarche et un petit peu le contexte du CERM Touraine. Et ensuite, je laisserai parler Monsieur Carla pendant environ 40 minutes, 40-40, et pour présenter de manière étayée le projet de CERM de l'étoile ferroviaire de Tours, de Touraine. Je vais commencer à partager mon écran. Bien. Bah écoutez, je vous propose de commencer. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, bienvenue donc à ce nouveau séminaire donc du réseau européen en train. Donc, qui est un réseau qui fédère une quinzaine d'associations de défense du transport ferroviaire, surtout en France, un petit peu dans le reste de l'Europe, en Belgique et en Italie, mais avant tout en France. Et chaque année, nous organisons un forum public qui, l'an dernier, a eu lieu à Roubaix au mois d'octobre et portait sur les projets de RER métropolitain ou CERM, en particulier, dont on sait qu'ils sont devenus un petit peu disons, un fil conducteur des projets ferroviaires affichés par disons, par les milieux dirigeants, disons, les ministres, etc. Même le président Macron s'en est emparé. Mais nous souhaitions évidemment en aborder les opportunités, mais aussi les risques, notamment le risque d'exclusion des services ferroviaires moins fréquentés, des lignes de desserte fine du territoire, et aussi, d'une manière générale, au-delà de l'aspect ferroviaire, le risque de métropolisation accrue du territoire. Voilà. Alors, le forum de Roubaix, évidemment, n'a pas permis de répondre à toutes ces questions, d'ailleurs, qui sont très, très vastes. Et d'ailleurs, est-il possible de complètement y répondre?
c'est un autre sujet, c'est notre ambition, mais voilà, ça reste, à prouver. Par contre, donc depuis le début de l'année, nous faisons mensuellement un séminaire en ligne, donc consacré à ces projets ou ces réalisations de CERN. Donc, nous avons commencé par Lille au mois de janvier, donc une métropole quand même de taille d'influence européenne. Au mois de février, nous avons abordé une réalisation à Périgueux, donc Périgueux, une agglomération de 60 000 habitants, donc type même d'une ville moyenne, avec tout ce que ça implique dans la France d'aujourd'hui, de risque de déclin, de décentralisation, de dévitalisation des centres-villes. Donc une réalisation avec les autorités locales qui ont accru les fréquences, donc une réalisation très intéressante. Au mois de mars, nous avons abordé le cas de Brême en Allemagne avec un vrai faux réseau RER. Donc ils ont vraiment poussé à leur terme les possibilités du réseau ferré existant qui poussait avec un fret ferroviaire très florissant, avec un port avec des millions de conteneurs chaque année. Le mois dernier, Toulouse-Castres, donc une forte actualité avec l'autoroute, donc les alternatives à l'autoroute. Et donc aujourd'hui, donc Tours, qui est plus une ville, comme je vais bientôt le décrire, une ville, disons, pas de la taille de la métropole de Lille, pas une ville moyenne comme Périgueux, disons une ville grande moyenne. Et Tours, et plus précisément le CERN de Touraine, donc le Touraine qui est l'ancienne province, donc, où, comme son nom l'indique, dont la ville principale est Tours, et qui correspond peu ou prou au département de l'Indre-et-Loire. Alors, je vais voilà, donc là, donc d'où le titre de la, de la projection d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez le titre, là, une métropole régionale et une gare centrale en terminus, quel RER pour Tours et la Touraine. À savoir qu'effectivement, d'un point de vue ferroviaire, comme M. Carla va nous en parler plus longuement que moi, Tours a la particularité, comme Orléans d'ailleurs, d'avoir une gare de périphérie où passent les trains, donc Saint-Pierre-des-Corps, et une gare en terminus, la gare de Tours. Donc ce qui évidemment ne facilite pas, enfin même interdit la diamétralisation des services, qui est l'élément constitutif d'un système de type RER. Mais M. Carla nous en dira plus. Alors, je vais d'abord présenter M. Carla, qui a, à mon sens, une double légitimité pour intervenir aujourd'hui. Il a une légitimité institutionnelle, puisqu'il est membre du Conseil économique, social, environnemental régional, le CESER, donc de la région Centre-Val de Loire. Et il a une légitimité technique, puisque il a officié à la SNCF, donc la SNCF qui est l'opérateur dominant évidemment, qui détient une expertise. On peut bien les critiquer, mais c'est quand même l'expertise ferroviaire dans le pays est quand même détenue par la SNCF, et donc évidemment, Monsieur Carla connaît très très bien, de manière très intime, l'étoile ferroviaire de Tours. Voilà. Et donc merci à Monsieur pour l'intervention, d'avoir accepté l'intervention et pour la richesse des échanges. Alors, je vais très brièvement présenter le contexte, à savoir la région Centre-Val de Loire. Donc là, vous voyez bien le tableau, là. Le tableau, donc, juste pour rappeler que c'est une région à 6 départements. Donc, population 2,5 millions d'habitants. Alors, là, à mon sens, la première quand même caractéristique, c'est la densité de population quand même assez faible. Donc on sait que la France déjà est réputée être un pays assez peu dense, donc 120 habitants environ au kilomètre carré, moins que d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, moins que la plupart de ses voisins. La région Centre-Val de Loire est encore moins dense que la moyenne française, donc 66 habitants au kilomètre carré, et aucun département, même les deux départements qui hébergent les métropoles, je vais venir tout de suite, l'Indre-et-Loire et le Loiret, aucun département ne dépasse la moyenne française, ce qui évidemment ne facilite pas l'organisation de transport ferroviaire massif, puisqu'on sait que c'est la densité qui fait la pertinence du transport ferroviaire. Alors, j'en viens ensuite à la structuration urbaine. Donc, puisqu'on parle de Tours, donc Tours qui n'est pas la capitale administrative de la région,
mais par contre qui est la ville principale, puisque on nous donne l'unité urbaine d'ordre de 360 000 habitants. La seconde est Orléans, 290 000 habitants. Donc, qui me paraît intéressant à souligner est qu'il y a une situation de bicéphalie urbaine, à savoir qu'il y a, contrairement à ce qui arrive dans beaucoup de régions françaises, euh, nous n'avons pas une ville qui écrase le reste de la région, comme ça peut avoir lieu par exemple, comme ça peut par exemple Lille ou Bordeaux ou Toulouse, mais au contraire deux villes qui, Tours est certes plus grande, mais deux villes qui, grosso modo, s'équilibrent. Ensuite, les 9 villes suivantes sont dans des villes moyennes, des créneaux de villes moyennes entre 20 et 90 000 habitants, des villes comme Chartres, Bourges, Blois et Châteauroux, qui sont les préfectures des 4 autres départements autres que le Loiret et l'Indre-et-Loire. Et ensuite Montargis, qui est une sous-préfecture du Loiret du département donc d'Orléans. Alors, les sermes, on sait que l'État a labellisé un certain nombre de sermes, et donc, reflet de la bicéphalie urbaine dont je viens de parler, la région Centre-Val de Loire, donc, qui partage d'ailleurs avec la Bretagne et les Pays de Loire le fait d'être resté dans ses anciennes limites d'avant 2015. Mais à la différence de la Bretagne et des Pays de Loire, la région héberge 2 projets de serme labellisés, à savoir celui de Tours et celui d'Orléans. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Tours. Alors, euh, toutefois, un petit mot sur celui d'Orléans, qui permet de contextualiser, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un point commun au-delà de leur taille relativement comparable, un point commun entre les 2 étoiles ferroviaires, c'est que il y a une gare terminus et une gare de périphérie qui permet le passage en continuité des trains. Donc à Tours, c'est Saint-Pierre-des-Corps et Tours. À Orléans, c'est Les Aubrais et Orléans. Et il y avait autrefois les services de navettes ferroviaires qui reliaient les 2 gares, donc la gare de périphérie et la gare centrale, mais qui ont disparu. Donc pour Les Aubrais et Orléans, je savais, mais Monsieur Carla m'a appris que c'était également le cas pour Tours, sachant que à Orléans, il y a un tramway qui fait la substitution, même s'il est un peu plus long. Voilà. Alors, l'étoile ferroviaire d'Orléans, j'en dis 2 mots, mais ça permettra peut-être à Monsieur Carla de faire quelques comparaisons. C'est une étoile à 3 branches, une branche vers Paris, une branche vers Tours, une branche vers Vierzon et Châteauroux ou Limoges. On les voit là matérialisées en violette, donc 3 lignes électrifiées à double voie, etc. Mais à trois branches seulement, puisque les 3 lignes que nous voyons en vert, ce sont des lignes qui sont fermées au trafic de voyageurs, certaines depuis très longtemps. La ligne de Gien, je crois, sous Vichy, enfin, ce sont vraiment les premières lignes fermées dans les années 40. Et la ligne de Pithiviers, qui est celle du nord-est, depuis les années 69-70. Également, il y avait une ligne qui allait à Montargis, qui a également fermé au service voyageurs en 1972. Et donc, il y a évidemment des projets de réouverture de lignes et un projet de gare à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc, les nouvelles gares, donc Monsieur Carla va en parler pour Tours, mais il y a un projet de gare à Saint-Jean-de-la-Ruelle pour la correspondance avec le tramway, puisque Orléans dispose d'un tramway depuis la dernière décennie. J'en viens à l'étoile ferroviaire de Tours, avant de passer le flambeau à monsieur Carla. Bon, on voit qu'elle est beaucoup plus riche que celle d'Orléans, puisqu'il y a, si je compte bien, 8 branches, dont certaines sont en terminus. Par exemple, la ligne qui va vers Chinon, qui est d'ailleurs une réouverture Fitterman, je crois, ça fait partie des lignes qui ont réouvert avec la gauche au pouvoir en 81. Et les autres lignes qui vont vers Orléans, Bourges, etc. Donc, je vais passer la parole à M. Carla, mais avant de le faire, je vais donner un chiffre, le chiffre qui est communiqué par la région Centre-Val de Loire de trafic TER, donc c'est 60 000 voyageurs par jour, donc environ, si je sais compter, 20 millions par an, qui évidemment reste relativement faible à l'échelle d'une région qui a environ à peu près 4 millions d'habitants. D'autant plus que un certain nombre de ces voyageurs, et même beaucoup de ces voyageurs, et peut-être même au moins la moitié, sont en fait des gens qui vont à Paris, puisque les services de liaison avec Paris sont exploités en TER par la région
depuis 10 ans, depuis la dernière décennie. Et donc, évidemment, ça laisse quand même la place à une croissance des trafics ferroviaires, notamment à travers les projets de CERN. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Carla pour nous parler du CERM de Touraine, qui est un projet. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage et je crois que Monsieur Carla, en principe, peut partager sa projection. Est-ce qu'elle apparaît? Alors, Est-ce que ce que j'ai partagé apparaît? là, à l'instant, non. Attendez. Je recommence. Partager. Ah, ça y est. Voilà, c'est bon, on le voit là. Vous l'avez. Bon, alors. Bon, ben, bonjour à tous. Les présentations sont faites. Bon, je ne suis pas un- un grand expert. J'ai pratiqué les postes d'aiguillage, les gares de cette étoile ferroviaire et j'ai dirigé les établissements ferroviaires de cette étoile dans l'établissement exploitation de Tours. La carrière ferroviaire m'a amené à diriger le service des horaires du réseau Atlantique de la SNCF à la direction de l'infrastructure avant d'aller vers d'autres fonctions. Bon, je me qualifie pas d'expert, je dis que je suis un exploitant, voilà, connaisseur, en reconnaissant aussi que les connaissances que j'ai vieillissent et qu'elles doivent être réactualisées en fonction des trafics et des projets de modification d'infrastructures qui évoluent, que je suis de loin en loin, mais sans forcément toujours les, les connaître absolument tous par cœur, hein. Voilà. Donc, réunion d'échange sur le projet CERM de Touraine euh, pour compléter ce que vient de dire M. Doumerou. Donc, lorsque fin 2022, le président de la République a annoncé qu'il voulait doter 10 métropoles d'un RER, Tours et Orléans n'étaient pas dans la liste au démarrage. Et ça a provoqué une réaction des grands élus de Tours et d'Orléans, et surtout sur Tours. Il y a eu une prise de conscience qu'il fallait se mobiliser pour les élus. Alors, avec une particularité, c'est que la ville de Tours et la métropole de Tours n'ont pas la même couleur politique. Voilà, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop politiques, mais ils n'ont pas la même couleur politique. Mais par contre, ils ont su faire une alliance pour défendre le projet d'un CERM tourangeau. Voilà, donc c'est un élément quand même important. Alors, bon, sur cette présentation que j'utilise, il y a comment dire, les rebonds qu'il y a eu dans cet intérêt pour le ferroviaire, hein. Alors, avec des chiffres qui sont mis sur la table, 700 millions, 10 milliards, 13 projets, 15 projets, 22, 24 projets. Bon, tout ça se décantera certainement. Mais à partir d'avril de l'an dernier, le ministère des Transports fait apparaître des cartes avec des projets labellisés et après avec Orléans labellisé. Bon, la labellisation permet de déposer un dossier de conventionnement qui sera négocié avec l'État.
Bon, ça, c'est la carte qui a été présentée par M. Duméro. Alors, ce que je vous propose concernant le CERN Tourangeau, c'est de, de faire très simple, hein, mais une description de l'infrastructure et du système ferroviaire tourangeau. On laissera tomber le système ferroviaire orléanais, mais on le citera peut-être à titre de comparaison. On parlera un petit peu des matériels qui circulent sur l'étoile, c'est-à-dire c'est la situation actuelle. On parlera de la gouvernance du projet et de la participation des usagers. Et puis, qu'est-ce qui va faire l'intérêt de ce projet et comment les voitures resteront au garage et comment l'étoile ferroviaire va briller. Alors, le périmètre du projet de CERN est déjà une question en soi, parce qu'il y a une première logique qui est apparue, qui est la logique du périmètre des collectivités. Donc, on a bien dit, ça a bien été dit par Vincent Duméro, que le périmètre était celui de l'Indre-et-Loire. Alors, il y a une question ferroviaire qui est venue se greffer dessus, c'est est-ce que la limite du département est une bonne limite ou pas? Voilà. Si on prend une ligne principale, qui est la ligne euh, Paris-Orléans-Tours, la limite du département, après Amboise, n'est pas intéressante parce qu'on ne peut pas faire de retournement de train, on ne peut pas faire de circulation terminus-origine à Amboise. On peut le faire à Bléré sur la ligne de Vierzon, mais on ne peut pas le faire à Amboise. Donc, d'itération en itération, on en est arrivé à dire que le périmètre du projet de CERN, il vaut mieux l'entendre. Par exemple, sur la ligne du Mans, on voit que sur cette carte-là, c'est indiqué Saint-Paterne-Racan. Saint-Paterne-Racan, c'est une ligne à double voie, mais sans capacité de faire des demi-tours pour les trains. Donc, la gare de retournement et la gare terminus origine qu'on va trouver en allant vers Le Mans, c'est Château du Loir. Et là, les installations permettent de faire ça sans difficulté. Donc, bon, ça donne une idée de la fameuse étoile, mais les limites mériteront techniquement d'être repoussées sur la ligne de Nantes, c'est Saumur qui a les installations permettant de faire des terminus origines. Voilà. Donc, c'est une étoile avec des petites extensions hors du département. Alors, c'est quoi? C'est 8 branches classiques en bon état général, des lignes TER qui ont été sauvegardées par volonté politique, par des combats syndicaux et associatifs, la ligne de Chinon étant l'exemple emblématique, puisqu'elle a été fermée au début des années 80, puis réouverte. Et cette étoile se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de ligne fermée, à l'exception du tronçon Châteauroux-Loches, mais Loches-Tours est ouvert, et ce Châteauroux-Loches a été inscrit au contrat de plan État-région. Donc c'est une situation quand même qui est particulière, c'est que toutes les lignes ont été sauvegardées et sont circulées, alors avec des niveaux de services offerts qui peuvent être très différents, mais ça existe. Ce qui est, lorsqu'on compare avec Orléans, notablement différent, puisque là, on a une étoile à 8 branches, une étoile à 8 branches. Alors, 8 branches classiques, un peu par provocation, mais j'ai l'habitude de dire que c'est faux. L'étoile ferroviaire de Tours, Tours Saint-Pierre, se caractérise par une étoile à 10 branches, puisqu'il y a Paris, Montparnasse, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, qui est une branche supplémentaire,
et qui a été créée il n'y a pas bien longtemps, la ligne Atlantique, qui fait Tours-Bordeaux. Et donc, j'y reviendrai si ça intéresse. Je pense qu'il y aurait une erreur à considérer l'étoile ferroviaire comme uniquement desservant une activité de missile-travail sur un département d'Indre-et-Loire un petit peu étendu. Un des atouts formidables du système ferroviaire tourangeau, c'est les correspondances de et vers Paris et les gares franciliennes. Paris-Austerlitz, Montparnasse, Massy, Charles de Gaulle, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux sont desservis par le système TGV. Et donc, l'articulation de ce système TGV et du système régional est un atout considérable. L'un bénéficie à l'autre. Dans cet ensemble ferroviaire, on trouve des circulations TER, intercités, TGV et fret. Fret, l'activité du triage de Saint-Pierre-des-Corps est cantonnée aujourd'hui à une activité plutôt de relais de trains de plus long parcours, avec la présence d'un dépôt et de voies de relais. Mais les activités de tri sont portions congrues par rapport à ce qu'était l'activité du 5e ou 6e triage de France, qui était Saint-Pierre-des-Corps. Alors à Tours, ça se caractérise aussi par une réelle intermodalité en gare de Tours, puisqu'on a accès à la station TGV de gare de Tours, la station tramway de gare de Tours, sans traversée de rue, et c'est presque un quai à quai. Voilà. Alors, quelles sont les contraintes de cette étoile? La contrainte principale, c'est que Tours est une gare origine terminus, dite en cul-de-sac, c'est-à-dire qu'il y a des butoirs, il y a des butoirs au bout des voies, alors que Saint-Pierre-des-Corps est gare de passage. Alors, c'est une contrainte d'exploitation, et c'est une contrainte aussi d'information clientèle, parce que Saint-Pierre-des-Corps, c'est Tours, mais c'est pas Tours. Les gens savent pas trop où est-ce qu'il faut descendre, où est-ce qu'il faut monter. C'est toujours un petit peu compliqué pour celui qui connaît pas du tout le système. Celui qui connaît le système, il s'en sort. Mais celui qui le découvre ou qui prend le train pour la première fois, il est quand même perturbé par ce Tour Saint-Pierre. Alors, Vincent Numéro l'a évoqué tout à l'heure, aux Aubrais avec Orléans ou à Saint-Pierre-des-Corps avec Tours, ou comme c'était entre Biarritz-Ville et Biarritz-la-Négresse dans des temps plus anciens, il y a des systèmes de navettes avec des matériels plus ou moins anciens qui navettaient entre les deux gares. Bon. Alors, ce système a été modernisé alors, il était fait avec des vieux matériels de banlieue. Il a été modernisé par une volonté municipale pendant les années 80, en réutilisant des rames de banlieue qui avaient été, on va dire, relookées, hein, voilà, avec des machines électriques réversibles. Et puis, elles ont fini par mourir de leur belle mort, ces navettes, et elles n'ont pas été remplacées. Pourquoi elles n'ont pas été remplacées? Parce que d'abord, il aurait fallu faire un investissement, et personne ne se sentait de porter ce tout petit chemin de fer, mais qui était d'un grand service. Et puis, c'était consommateur de capacité entre les deux gares, consommateur de capacité, et en fait, le système qui a été mis en place, c'est l'utilisation d'autres circulations existantes qui avaient augmenté en TER,
voire des intercités. Alors, c'est une utilisation astucieuse des trains qui passent, qu'on va emprunter pour aller prendre un train à Saint-Pierre-des-Corps ou pour finir le parcours en arrivant jusqu'à Tours, mais ce n'est pas très facile à comprendre et ça fait que la fin du parcours est parfois pénible pour des gens qui ont mis un peu moins d'une heure pour faire Paris-Saint-Pierre-des-Corps et qui vont attendre un TER qui a pris du retard sur une autre ligne et qui doit les emmener à Tours, mais qui n'y arrive pas. Voilà. Autre caractéristique de ce système ferroviaire tourangeau, c'est qu'il y a des tronçons qui sont parcourus par des voies de nature et de vitesse différentes. L'entrée de Saint-Pierre-des-Corps, du complexe ferroviaire de Saint-Pierre-des-Corps du côté ouest, voit arriver des TGV, voit arriver des TER, voit arriver des trains de fret. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de circulation. Enfin, c'est peut-être pas totalement saturé, mais à certaines heures, oui. Et donc, c'est compliqué d'imaginer des développements. Il va falloir réfléchir longtemps à l'avance. Les lignes qui aboutissent dans l'ensemble ferroviaire n'ont pas forcément de gare intermédiaire permettant de créer des missions courtes. Sur la ligne dite de Vierzon, il y a le cas de Bléré-la-Croix qui, dans les années 90, a eu une installation terminus-origine qui permet à un train arrivant à Bléré de s'effacer des voies principales pour pouvoir repartir ensuite vers Tours, pour faire des demi-tours. Mais ce n'est pas le cas sur beaucoup de lignes et il faudra aller, quand on va vouloir densifier les circulations, il faudra aller à des terminus origines plus lointains. Un système de gestion des circulations qui est actuellement pas archaïque, mais enfin qui a vocation à être modernisé parce qu'on est quand même dans la conception ancienne avec des postes d'aiguillage tous les 600 mètres. Même s'il y a des systèmes de suivi de train qui ont été mis en place, c'est quand même une gestion coûteuse et ancienne de conception. C'est un ensemble ferroviaire qui aura des grands travaux et qui aura, si on veut monter, densifier les services, qui aura des périodes difficiles avec des travaux. Je passe sur Orléans, avec une gare un peu champêtre. Donc, des similitudes avec Tours et Orléans, mais 3 branches d'un côté, 8 branches plus 2 branches TGV de l'autre. Les deux systèmes sont comparables parce qu'ils ont bien sûr la gare terminus en commun, mais c'est quand même pas la même problématique. Est-ce que je respire un peu? Est-ce que je continue? Non, non, vous pouvez continuer. Là, vous êtes, allez-y, hein, puis après, nous poserons nos questions. Non, allez-y. D'accord. Donc, je continue. Alors, les matériels qui circulent sur ces lignes sont plutôt récents. Là, le matériel qu'on voit à l'écran en est un exemple. Il y a presque plus de services avec des matériels non réversibles. Voilà, donc c'est plutôt une situation de renouvellement de parc qui a été insufflée par la région Centre-Val de Loire et qui aujourd'hui, avec les livraisons de ces matériels-là qui sont doit être Régio de Zen, donne un niveau de confort qui est apprécié, hein, qui est apprécié par les utilisateurs.
Il y a un schéma industriel de maintenance qui certainement devra évoluer, puisque jusqu'à présent, on était dans un schéma très classique avec une maintenance, avec un schéma industriel d'ateliers de maintenance à Saint-Pierre-des-Corps, qui a le défaut d'immobiliser du matériel dans la journée, et ce qui est le moment où on en a le plus besoin. On n'est pas dans le système TGV et on n'est pas dans des maintenances pour l'instant décentralisées ou délocalisées en bout de ligne. Pour l'instant, ça ne se pratique pas. C'est certainement des évolutions qui seront à l'ordre du jour si le niveau de trafic doit augmenter sensiblement. Un point sur la gouvernance et la participation des usagers. Donc, le projet tel qu'il avait été présenté initialement a pris du retard. Hein, et puis, la fameuse conférence sur les financements, elle va venir, mais enfin, elle se fait attendre. Hein. Remise en cause des CERM liés à une situation financière nationale, on pourra en dire un mot, mais de toute évidence, il y a une innovation financière à mettre en place parce que on ne peut pas rester sur une région qui attend une manne financière pour mettre en place un projet d'une telle dimension. Alors, actuellement, la gouvernance des mobilités, elle est quand même partagée entre la région, hein, pour les trains régionaux de voyageurs, la métropole, avec le syndicat des mobilités Tourangelle, très dépendante de SNCF Voyage, très dépendante de SNCF Réseau. Les départements ont leur mot à dire dans les systèmes. Et puis, des projets de CERM s'appuient maintenant sur la Société des grands projets. Est-ce que ça sera une évolution ou pas? Je n'en sais rien. Un cadre actuel qui est la convention TER est renouvelée avec SNCF jusqu'en 2031. On peut dire que c'est un élément de stabilité, voilà, pour l'instant. Un avis qui est certainement la participation des usagers à la définition du service insuffisante ou très partielle. Au moment où on parle de rénover, de développer les services ferroviaires, la question de sous quelle forme recueillir les avis des usagers et des futurs usagers, pas uniquement de ceux qui prennent le train, mais de ceux qui voudraient prendre le train, c'est une question de fond. Aujourd'hui, on en est quand même à des balbutiements, de mon point de vue. Hein. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont faites. Alors, projet de RER métropolitain, est-ce que c'est une structure de pilotage nouvelle, une intégration dans la convention SNCF, une gouvernance à plusieurs, il y a le fameux bassin de mobilité. Et puis, il y a tout un sujet que j'aborde pas parce que c'est un peu moins ma tasse de thé, mais il y a tout ce qui rentre aussi dans le CERM et qui est les sujets d'autopartage, de transport à la demande, de révision des services et des lignes par autocar, et qui viennent, et tout ce qui va être aussi circulation douce, vélo, trottinette, qui viennent s'articuler sur le schéma ferroviaire de mobilité. Un redoutable sujet, c'est le sujet du financement. Donc là, je vous ai mis une diapo qui est la diapo qui figure dans le rapport du Césaire et qui donne des pistes de propositions hein, pour pouvoir financer les investissements. Les investissements, alors,
peut y avoir des investissements de capacité. On a vu qu'il y avait des lignes à voie unique, et donc les lignes à voie unique de Vendôme, de Chinon, de Loches sont limitées en capacité, et pour pouvoir aller au-delà d'une douzaine de circulations par jour, faut-il passer à des systèmes de commande centralisés pour gérer le risque de nez à nez de façon efficiente. Et donc, ça, c'est des investissements de capacité, investissements d'infrastructure, investissement également sur le matériel. Rajouter des trains ne pourra pas se faire uniquement par optimisation des roulements de matériel. Il faudra sans doute investir pour pouvoir faire plus de circulation dans le service offert. Alors, qu'est-ce qui va faire après que... Alors bon, vous voyez un engin qui ne roulera pas dans le cadre du CERM, hein, mais c'est un petit clin d'œil sur ce qu'est l'expérience aérotrain. Qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir augmenter la fréquentation des trains? Une visibilité de l'offre et cadencement, hein, sans que ça soit forcément un cadencement stricto sensu, au sens où on l'entend ferroviairement parlant, avec toute une construction graphique qui mêle toutes les lignes. Peut-être que ce ne sera pas ça, mais la fréquence et le remplissage des heures creuses est un sujet, évidemment. L'amplitude de desserte. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, peut-être que les derniers trains qui partent de la gare de Tours sont partis, hein, et qu'il faudra attendre le prochain demain matin. Pas sur toutes les lignes, mais enfin, c'est le schéma et le schéma de service s'arrêtant en fin d'après-midi, et il y a une niche de capacité, je ne sais pas comment on revient en arrière. Niche de capacité, c'est attendez, niche de capacité, et d'offres, c'est le week-end. Samedi, dimanche et jour de fête. Samedi, dimanche et jour de fête sont aujourd'hui peu utilisés, puisqu'on est encore pour l'essentiel dans des schémas domicile-travail. Or, l'avantage de l'étoile Tourangelle, c'est qu'elle peut desservir, elle dessert nombre de sites touristiques. Loches, Chinon, Amboise sont très fréquentés, mais aussi Chaumont, mais aussi Blois, Saumur sont des sites touristiques assez remarquables et qui sont assez dynamiques et qui sont aujourd'hui font peu appel au déplacement par le train, même s'il y a eu des arrêts qui ont été aménagés. Je pense au château de Chenonceau qui a eu un arrêt qui a été réaménagé, qui permet de descendre du train et de rentrer quasiment dans le château. Alors, il y a le sujet de la réouverture ou de la création de points d'arrêt. Là, on est dans une étoile qui a eu des arrêts dans les années 90 du siècle précédent, ont fait l'objet de fermeture. Fait l'objet de fermeture parce qu'on comptait évidemment comme il y avait de personnes qui montaient et qui descendaient, ils n'étaient pas bien nombreux, et donc on en arrivait à dire puisqu'ils ne sont pas nombreux, on ferme. Donc là, il y a des propositions, on reviendra sur un cas qui va se concrétiser d'ici la fin de l'année. Et puis, des associations, des conseils municipaux se sont prononcés pour dire voilà, il y a un intérêt, notamment des conseils municipaux qui sont réunis à plusieurs pour dire nous, on souhaiterait la réouverture de cet arrêt. Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, rouvrir un arrêt, c'est une chose. Après, sur une même ligne, on ne va pas pouvoir mettre beaucoup d'arrêts, sauf à
à manger de la capacité de l'infrastructure. Diamétralisation de desserte. Alors, effectivement, comme ça a été dit en introduction, avec la gare en cul-de-sac, diamétraliser va être compliqué. Alors, soit on diamétralise en rebroussant dans la gare de Tours, on rentre, on en repart, mais ça allonge et ce n'est pas l'objectif de la diamétralisation. L'objectif de la diamétralisation, c'est de ne pas consommer de la capacité et de passer plutôt que de s'arrêter. Enfin, de passer, on s'arrête, mais on ne s'arrête pas longtemps. Ça va être difficile parce que on peut le faire sur certaines destinations, mais il y a des destinations qui ne passent pas par Saint-Pierre-des-Corps. Donc la diamétralisation, les trains de Loche ou de Chinon ne passent pas aujourd'hui par Saint-Pierre-des-Corps. Et donc c'est une... ça, je ne dis pas que ça tuera toute idée de diamétralisation, mais enfin, il faudra se creuser la tête pour faire quelque chose de commode et d'intelligent. Prix et billettique, bon, mais là, je sors des caractéristiques spécifiques de la Touraine, hein, mais c'est des choses que vous connaissez certainement. L'accessibilité des trains, la régularité, une information non segmentée entre acteurs, voilà, c'est des attentes hein, qui sont fortes. Hein. Accessibilité, alors, des arrêts à créer ou à remettre en service. Alors après, bon, pour un petit peu lancer le débat, j'avais marqué train plus vélo ou vélo plus train ou vélo plus train plus vélo. On est dans une situation qui est assez favorable, on va dire, mais qui présente des inconvénients. C'est le succès de la Loire à vélo et avec la possibilité de prendre le train avec sa bicyclette. Il y a l'été des véritables embouteillages avec des bicyclettes qu'on n'arrive plus à monter dans les trains et avec des gens qui ne peuvent plus même monter dans les trains tellement il y a de demandes. Donc c'est un succès, mais il va falloir quand même le réguler parce que on a eu écho que les gens avaient failli en venir aux mains dans des gares pour rentrer le soir après une belle journée en bicyclette et en train, mais il n'y avait plus de place dans le train pour revenir à Tours. Bien sûr, les commodités pour les personnes à mobilité réduite, et puis bien sûr les services et les commerces qu'il y aura à mettre. Intérêt manifeste et des contributions. L'association ADTT, qui est une association de développement des transports publics en Touraine, a fait des propositions avec des points rouges qui sont des arrêts réactivés ou à créer. Voilà, donc ça, ce sont des idées de certaines associations. Il y a qui ont contribué au débat, donc un conseil de développement de Tours Métropole Val-de-Loire, RER de Touraine, une étoile ferroviaire, le conseil de développement, le CODEV, donc, a publié ce rapport. Il a été adopté par l'Assemblée métropolitaine. Il est sur Internet et c'est pour ça que je l'ai mis. Le Césaire, auquel je participe, a fait un rapport en présentant l'opportunité que présente le projet et avec une photo qui n'est pas que ferroviaire, mais avec aussi la place importante de l'articulation qu'il y aura avec les services d'autocar pour les zones non desservies. Et puis, je vous ai mis que vous trouvez donc aussi sur Internet, le service express, le dossier de labellisation de la région Centre-Val de Loire. Et puis, parce que les choses étaient dans les cartons avant que le projet de CERN soit promu,
la gare de Fondet de Saint-Cyr, qui est sur un tronc commun à l'entrée ouest de Tours et qui est sur le tronc commun de la ligne du Mans en provenance du Mans et de la ligne à voie unique en provenance de Vendôme. Sur ce tronc commun, il y a une gare qui a été fermée dans les années 90, s'appelle Fondet de Saint-Cyr, qui est à quelques kilomètres de Tours, à 5-6 kilomètres de Tours, et qui avait été fermée et là qui va réouvrir donc au mois de décembre 2025 pour le service dit de 2026 et qui présente l'avantage d'avoir des trains qui passent devant chez elle, d'avoir des quais qui sont à remettre en état mais qui existent encore partiellement, d'avoir un passage souterrain pour pouvoir traverser les voies et qui dispose de 3 ou 4 000 mètres carrés, je ne me rappelle plus, devant la gare qui pourra faire un relais multimodal. Voilà, donc je suis arrivé au bout de ma présentation, telle qu'on l'avait convenu avec Vincent Numéro. Et je ne sais pas si on répond à des questions ou pas. Très bien. Merci beaucoup donc pour cette présentation. Euh, alors, on va commencer par une question de Stéphane Copé, qui a posé sur le chat par écrit. Stéphane, tu peux la poser oralement, si tu veux. Je sais pas, je n'y arrive pas. Alors, pourquoi, donc tout le monde peut le lire, pourquoi ne pas envisager deux Oui, types de diamètre. Oui, vas-y, pardon. je peux essayer mais je suis un peu dans le bruit. Effectivement, est-ce qu'on peut pas, s'agissant d'un RER, hein, dont on parle, donc un RER, c'est beaucoup basé sur la diamétralisation, c'est le succès du RER en général. Est-ce qu'on ne peut pas envisager deux types de diamétralisation? Une première diamétralisation en tram-train reliant l'intérieur de Tours, donc le réseau de tram de Tours à la gare de Tours et à Saint-Décor, voire au-delà. Et une deuxième de diamétralisation des autres lignes diamétralisées à Saint-Pierre-des-Corps simplement. Donc avec des fréquences sensiblement différentes sans doute entre ce qui peut se passer sur la première ligne qui serait à 10-15 minutes maximum et les autres lignes qui pourraient être diamétralisées à 20-30 minutes par exemple. Alors, si je me permets juste de rebondir avant de laisser répondre Monsieur Carla. Il y a le même débat, j'habite la métropole de Lille, il y a le même débat à Lille sur la démétralisation à Saint-Pierre-des-Corps. Pas tout à fait la même situation, mais Lille a en commun d'avoir également une gare en terminus, donc Lille-Flandre, la gare historique, mais n'a pas d'équivalent à Saint-Pierre-des-Corps. C'est-à-dire de gare de périphérie où seraient gérées les correspondances. Bon, il y a Lille-Europe, mais c'est uniquement du TGV, c'est bon, c'est pas totalement comparable. En revanche, il y a un débat sur effectivement le fait de faire traverser les trains qui traverseraient l'agglomération en utilisant la ligne de ceinture sans passer par la gare de Lille-Flandre. Autrement dit, il ne serait pas un peu comme ce que propose Stéphane pour Saint-Pierre-des-Corps, auquel cas il ne serait pas diamétralisé, mais si on obéit aux lois de la géométrie, plutôt tangentialisé. C'est-à-dire les lignes passeraient à la lisière du cercle, si on assimile l'agglomération à une ville, et non pas en son rayon, en son diamètre, quoi. Voilà. C'était juste pour dire que c'était évoqué à Lille, notamment le passage direct par la ligne de ceinture sans passer par la gare de Lille-Flandre. En écoutant la comparaison entre Orléans et Tours. C'est vrai qu'Orléans, on n'a plus la navette entre Orléans et les Aubrais, mais par contre, on a une ligne de tram. Et je pense que là, ce serait l'opportunité d'utiliser la liaison ferroviaire Tours-Saint-Pierre-des-Corps comme support à un tram-tram. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, cette idée-là, elle a été portée par des syndicats de cheminots, CFDT pour ne pas le nommer,
pour le nommer, qui a identifié que entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, il y a pas 100%, mais il y a de l'infrastructure disponible. Il reste des plateformes, des morceaux de plateformes qui permettraient d'imaginer un lien fixe entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Si si vous allez consulter le rapport du Césaire, vous verrez que cette idée figure. Cette idée figure dans le rapport du Césaire. Alors, c'est une solution qui a été imaginée pour faire un lien fixe à une seule voie et avec une voie de croisement à mi-chemin entre les deux. Pourquoi pas, hein, c'était une piste. C'était une piste et qui est séduisante. Maintenant, elle a un coût qui est à déterminer, hein, à déterminer. Mais c'est une piste. Alors, l'autre question sur l'histoire de la diamétralisation, rien n'interdit, puisqu'on a des matériels bimodes et bicourants bimodes, de faire des circulations en bois sport de pile, passant et desservant Saint-Pierre-des-Corps, parce que c'est quand même, hein, rien n'empêche de le faire. Mais disons que ça peut pas être applicable à l'ensemble des relations. Mais s'il y avait du potentiel, des relations qui passent Saint-Pierre, mais on ne résout pas le problème, on revient au problème d'acheminer les gens entre Saint-Pierre et Tours. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de la clientèle. Non, mais non, justement, l'idée, c'est que justement, on est un tram-train à forte fréquence, ce qui fait que quand les gens sont à Saint-Pierre-des-Corps, ben, il y a forcément un tram j'allais dire entre guillemets, qui les attend pour relier non seulement la gare de Tours, mais surtout le réseau tramway de Tours. Oui, d'accord. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est qu'il faut trouver à Saint-Pierre-des-Corps un tramway. Pour l'instant, Du tout. Non, non, il s'agit d'abord, de relier le réseau de tramway de Tours à la gare de Tours, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense que les connaissant un peu Tours, les largeurs de voirie le permettent assez aisément. Il s'agit effectivement de se connecter en gare de Tours sur les voies ferrées où effectivement il y a sans doute de la place pour avoir cette navette et donc faire circuler ce tram-train sur une voie plus ou moins dédiée jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps, voire au-delà. Et donc du coup, tous les usagers qui se retrouvent depuis les 10 branches de l'Étoile en gare de Saint-Pierre-des-Corps trouveraient à Saint-Pierre-des-Corps une navette tramway qui les ramènerait sur non seulement la gare de Tours, mais surtout le réseau tramway de Tours. d'accord, je comprends. C'est alors dans dans les études qui sont lancées, dans les études qui sont lancées par la région dans le cadre de la préparation du dossier définitif, euh, le, la connexion du réseau tramway avec le réseau ferroviaire est un sujet qui est examiné, qui est en cours d'examen. Ça a été posé sur les lignes de Chinon et de Loches qui sont à 40 km de Tours et pourquoi on n'aurait pas un système comme ça existe dans dans les pays de l'Est ou en Allemagne où le tramway, ma foi, prend le chemin de la campagne et puis nous emmène jusqu'à 40 km. L'inconvénient quand même, c'est que la région vient de mettre près de 40 millions d'euros dans la réfection en ferroviaire lourd de la ligne de Loches. Le coût est parti pour 20 ans. Hein. Donc, mais ça figurera, à ma connaissance, cette articulation-là sera étudiée, en tout cas, parce que euh, les responsables, même s'il y a beaucoup de contre-arguments techniques, mais
les grands élus ne voulaient pas que ce sujet soit écarté sans avoir été correctement étudié. Donc, Moi, je suis je pense ils ont raison, hein. C'est parce que le fait que les infrastructures aient été rénovées, c'est pas du tout antagoniste. La seule chose qui est un petit peu antagoniste éventuellement, c'est la hauteur des quais et la lacune effectivement avec les quais. Et si c'est, si on peut pas revenir en arrière, mais en tout cas s'adapter au niveau des haltes, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, hein. voilà. C'est le Donc principe même du tram-train, hein. ça fera l'objet, c'est en cours, je pense, d'études. Voilà donc pour cette question-là, diamétralisation, tram-train, voilà. Si, bon, je termine là-dessus, hein, parce qu'après, je pourrais plus intervenir, mais ce qui fait le succès des RER dans les villes qui en ont, hein, notamment Paris, mais pas que, c'est précisément le fait de rentrer dans la ville. Et je pense que la faiblesse là, du projet aujourd'hui, si je peux me permettre, hein, c'est qu'effectivement, on arrive en gare de Tours, euh, mais en gare de Tours, on n'a même pas la correspondance directe avec le tram. Donc, on doit. Si, enfin, Oui, correspondance directe, le tram est mitoyen, juste à côté. presque. Presque. Effectivement. Ah, Enfin, voilà. C'est l'interconnexion qui est très, très importante, hein. C'est la force du RER, hein. C'est vraiment, on prend le train de là où on est à 5, 10, 20 kilomètres et on pénètre dans la ville. Et c'est ce qui fait toute la force du RER et c'est ce qui booste énormément la fréquentation d'un RER. bien sûr. Très bien. Alors, pour ma part, j'aurais une petite question. Je pense, d'une manière générale, ce qui est vraiment fondamental, donc bon, effectivement, vous l'avez un peu dit, Monsieur Carala, c'est que ces projets de terme, bon, il y aura je sais plus quel terme, une décantation, je crois, c'est le terme que vous avez employé, parce que bon, là, il y en a beaucoup, il y a une forte agitation politico-médiatique. Bon, évidemment, il reste à voir ce qu'il en sortira, quoi, si les montagnes n'ont pas accouché de souris. Alors, je pense que ce qui est fondamental, c'est l'articulation entre les choses, les petites choses, c'est-à-dire notamment ce qui est facile à faire, c'est-à-dire l'augmentation des fréquences, ce dont vous avez parlé, ou évidemment le samedi ou le dimanche, où on sait que l'offre, quand même, d'une manière générale en France, est particulièrement déficiente par rapport au potentiel et des plus grands projets à moyen long terme, quoi. Donc, bah, encore une fois, à Lille, donc là, il y a carrément un projet de gare souterraine, mais qui évidemment doit impérativement, et ça je l'ai dit aux gens de la société des grands projets, doit être précédé d'une montée en charge progressive, d'une amélioration progressive des services, sinon c'est le syndrome de la grosse baleine dans 20 ans, quoi. Et voilà, alors, ma question serait un peu de savoir, justement, premièrement, est-ce que à court terme, c'est-à-dire 2-3 ans, donc vous avez parlé de Saint-Cyr-Fondette, mais est-ce qu'il y a des projets ça s'est déjà fait un peu à Loche, je crois, mais d'amélioration des fréquences et justement de comblage des heures creuses, bon, etc. Que ce soit sur Loche, Chinon, Château-Renaud, etc. Et est-ce qu'à plus long terme, alors c'est vrai que là, je viens de parler de grosses baleines, ce sera un petit peu ça, mais est-ce que l'hypothèse d'une gare souterraine à Tours serait traversante, avec évidemment une population quand même assez notoirement moindre que Marseille ou Lille où ce type de projet existe, mais est-ce que tout de même ce type de projet est ne serait-ce que envisagé? Donc d'une gare souterraine qui serait traversante, comme ça s'est fait à Anvers, par exemple, en Belgique, il y a une quinzaine d'années. À ma connaissance, il y a pas de projet de souterrain. Euh, on est quand même très très loin des 3 étages ferroviaires de la gare d'Anvers. Mais non, il y a pas de projet souterrain. Par contre, ce que vous avez évoqué au début de la question, oui, l'augmentation de la fréquence. euh, Par contre, quand on parle de la ligne de Loche, par exemple, la ligne de Loche, on a
combler les heures creuses. Enfin, les deux circulations du matin partant de Loches, arrivant à Tours et avec une à mi-journée et les deux circulations du soir partant d'un, je ne suis pas très vieux, mais enfin, j'ai toujours connu ça. Ça n'avait pas bougé. Ça n'a pas bougé pendant 30 ou 40 ans. Là, le schéma a été de rajouter des trains dans les heures creuses. Dans les heures creuses, c'est pas tout à fait fait pour l'instant le week-end, mais c'est bien ça la tendance. C'est bien ça la tendance. Après, l'exercice, là où il va être un petit peu difficile, c'est que, par exemple, la fréquentation explose actuellement entre Tours et Orléans. Cette, 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 cette gouvernance à deux têtes de la région amène beaucoup de gens à se déplacer entre Tours et Orléans dans les deux sens, hein, avec Blois au milieu qui contribue aussi à alimenter ce flux important. On en est à penser, on en est à voir circuler des compositions triples de matériel Régio 2N. Donc, parce qu'il y a du monde qui monte dedans. Donc, je pense que la difficulté qu'il va y avoir, et c'est pour ça que la façon dont les futurs utilisateurs dans les enfin, ceux qui monteront dans les trains ou qui n'y monteront pas, ont à dire comment on recueille ces avis et comment on les prend en compte pour définir un réseau. Parce que, effectivement, et vous l'avez un petit peu souligné en présentant notre sujet ce soir, mais le risque, c'est aussi que ce qui est déjà comment dire, un niveau relativement élevé de service augmente, mais qu'il y ait toujours des zones qui soient peu ou pas desservies. Le risque aussi est là. Donc, comment on va concilier? C'est un vrai sujet de société. Et puis, on en avait parlé en préparant notre soirée. Euh, les villes bougent, comment dire, les constructions pavillonnaires ou la, amènent du monde, font que avoir des relations fréquentes, rapides entre un Saint-Paterne-Racan, par exemple, que j'avais eu l'occasion de croiser dans leur demande d'avoir des trains qui s'arrêtaient sur des lignes du Mans. Pour une petite ville à 30 km de Tours, un train supplémentaire qui s'arrête, ça peut être très important en termes de valeur de l'immobilier, de commodité pour aller à la fac, pour les jeunes ou au lycée. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sujet est passionnant, parce il vient percuter beaucoup de choses de l'organisation dans les villes pour tout le monde. Mais ça reste à faire. Très bien. Parce que alors, quelqu'un d'autre va intervenir peut-être? Je ne vous entends plus. Alors, Oui. euh, sur les petites choses à faire, peut-être que justement l'aménagement. Alors, nous avons parlé de deux choses hier, enfin hier et aujourd'hui. L'aménagement des terminus là à Amboise notamment, bon, quand il y a des emprises, où bon bah on sait la signalisation là, bah, le réseau en train d'ailleurs a récemment publié des choses sur les postes d'aiguillage. Je ne sais pas trop si la Touraine est concernée. Et il y a également, donc nous en avons parlé hier, je rappelle que Tours donc, est desservi par le TGV, donc vous en avez parlé, effectivement, je n'avais pas compté les lignes de TGV dans l'étoile, mais en effet, en toute rigueur, il faudrait le faire, même si ça n'est pas a priori pour du RER.
Donc depuis 1990, je crois, et donc depuis Paris, donc depuis 2017 vers Bordeaux, mais aussi un contournement. Les TGV peuvent aussi utiliser un contournement, une ligne de contournement de Tours. Donc, évidemment, il y a le raccord à la ligne classique pour desservir Saint-Pierre-des-Corps. Donc, nous avons parlé, par exemple, du cisaillement. Il y a un phénomène de cisaillement à cet endroit. Et alors, on sait, par exemple, la construction d'un saut de mouton, ça manque notoirement, et pas que là, sur le réseau ferroviaire français. C'est-à-dire, le réseau ferroviaire français est sous-équipé dans ce type de, enfin, d'installation qui, évidemment, améliore considérablement la gestion des circulations. C'est comme un échangeur autoroutier et un croisement à niveau, quoi. C'est dans le domaine routier, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a couvert le pays d'aménagement autoroutier, d'échangeurs, etc. Et là, c'est vrai c'est le type d'aménagement qui est quand même, qui est vraiment, qui n'est pas constitutif d'un réseau RER, mais qui permet quand même d'accroître la fréquence voilà, de manière très intéressante. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée du coût d'une telle réalisation, parce qu'évidemment, le problème va être le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Le coût, c'est une chose. Euh, je l'ai évoqué parce que les postes d'aiguillage électromécaniques, à l'exception notable du poste central de Saint-Pierre, qui est un poste dit tout relais, qui date des années 60, euh, on est avec un, deux, trois postes électromécaniques. Euh, Eux, ils ont vocation à prendre leur retraite et à être remplacés par un grand poste, un poste à commande informatique, informatisé central. Je n'ai pas d'informations sur une modification importante du plan de voie à cette occasion. Je pense que il y aura peut-être des liaisons qui n'existent pas ou qui étaient plus ou moins prévues, des liaisons, des jonctions entre itinéraires. Mais à ma connaissance, des ouvrages de cette dimension, le saut de mouton, euh, saut de mouton ou gare souterraine, dans le cadre du CERM et dans le cadre de la modernisation des infrastructures commandant les itinéraires dans l'ensemble ferroviaire de Tours-Saint-Pierre ne verront pas le jour, ne verront pas le jour dans les 5 ans qui viennent. Hein. C'est donc Ça n'est pas prévu, en tout cas. en tout cas, c'est pas en tout, ou alors si c'est prévu, c'est dans un carton dont j'ai pas connaissance et C'est secret. j'ai Si pas eu c'est le prévu, c'est que c'est plaisir secret d'ouvrir le confidentiel. carton. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me restait à vous remercier de m'avoir invité à votre séminaire. Je ne vous entends plus. Donc voilà, donc bah, l'affluence est un petit peu décevante, mais bon, c'est quand même très très intéressant, en tout cas je trouve. Par contre, il restera diffusé sauf si vous y opposez, sur le site du réseau en train. Donc avec peut-être de nouvelles réactions. Bon, en général, il y a quelques dizaines Ah, j'ai un nouveau message. Ah, merci pour ce séminaire très intéressant. Très bien. Donc, merci également. Et voilà. Donc, il restera diffusé sur le site du réseau Entrain. Et alors, je rappelle, j'en ai pas parlé, mais là, je pense que tout le monde est au courant, puisque là, il n'y a que des membres du réseau. Mais donc, nous avons un forum public à Grenoble où là, on abordera pour clore un peu ce cycle le sujet des RER en zone montagneuse. Donc, Grenoble, Chambéry, on espère Innsbruck. Voilà, des RER alpins. Et voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, dernier tour. Non. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre présentation.
Et donc, bah voilà, donc je continuerai de suivre pour ma part la question des Serbes donc en région Centre-Val de Loire. D'autant plus qu'encore une fois, j'ai fait mes études à Orléans, donc je vais suivre de très près ce qui se passe aussi à Orléans. Et bah voilà, tenons-nous au courant, comme on dit. Avec plaisir, avec Très bien. plaisir. Merci, bonne soirée à Merci. tous.